Vous voulez bien regagner vos places. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est au président Bernard Accoyer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, puisque le débat sur la réforme des collèges porte désormais sur l'essentiel, ce qui forge la nation. Ce que Renan appelait, et je le cite, « le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage reçu indivis ». En rendant facultatif dans les programmes l'enseignement de pans entiers majeurs de notre histoire nationale, en réduisant l'enseignement du latin, alma mater de notre si belle langue, en abandonnant les classes bilingues, créées simultanément avec nos amis allemands, alors qu'il faudrait au contraire les développer pour préserver l'avenir de l'Europe, cette réforme égalitariste constituerait une entreprise méthodique de déconstruction des fondements de notre nation et de la République. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez laisser faire qu'une France sans mémoire, une France sans culture ne se réduise finalement pour les jeunes générations qu'à un PIB et à une carte vitale. Nous devons continuer à enseigner ce qui a fait la France, notre héritage gréco-romain, les racines chrétiennes de l'Europe, la philosophie des Lumières, la République de Jules Ferry et de Clémenceau. Monsieur le Premier ministre, comme le demandent les historiens, comme le demandent les enseignants eux-mêmes, retirez cette réforme destructrice de la méritocratie républicaine et qui menacerait la cohésion nationale. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Accoyer. Monsieur le Président Accoyer. J'ai déjà eu l'occasion de répondre longuement hier, notamment pour vous expliciter en quoi est-ce que cette réforme du collège non seulement ne porterait pas atteinte à l'apprentissage de l'allemand ou du latin, mais même augmenterait le nombre d'élèves qui les apprennent. Comme je ne voudrais pas être répétitive, je ne me répéterai pas. Mais Monsieur Accoyer, votre question m'offre l'occasion, et je vous en remercie, de répondre en revanche aux questions que se posent sans doute légitimement tous les parents. En quoi est-ce que le nouveau collège, grâce à cette réforme, va permettre et servir la réussite de mes enfants? Alors je redis ici qu'avec 3 heures d'accompagnement personnalisé qui seront offerts à chaque collégien de 6e, c'est bien à chaque enfant que l'on permettra de mieux comprendre ce qu'il est attendu de lui, de mieux rattraper son retard lorsqu'il est en difficulté, de mieux approfondir ses connaissances lorsqu'il a la chance d'être en avance. Avec 4000 postes de professeurs créés pour accompagner cette réforme, c'est bien le développement des petits groupes de travail qui sera facilité pour permettre des groupes homogènes qui permettent notamment de pallier les difficultés ou encore une fois d'approfondir les connaissances pour ceux qui sont le plus en avance. On s'adapte à la singularité de chaque collégien car notre souci est de faire réussir chaque collégien. Avec la capacité laissée à chaque enfant d'apprendre une langue vivante plus tôt dans sa scolarité. C'est bien une meilleure maîtrise des langues vivantes qui sera offerte à tous les collégiens de France. Avec l'introduction du numérique au collège, c'est bien la maîtrise des outils, comme le développement de l'esprit critique numérique, dont on a tant parlé ces dernières semaines et ces derniers mois, qui sera offerte à tous les collégiens. Avec enfin un emploi du temps construit intelligemment qui garantit notamment une pause méridienne d'1h30 pour les collégiens, c'est bien un apprentissage facilité et une meilleure qualité de vie dans les collèges qui est assurée. Voilà ce qu'est la réforme du collège. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 3 ans, une majorité de Français accordaient leur confiance à François Hollande et à la gauche. Un bilan honnête serait de commencer par se poser cette vraie question. Dans quel état était la France en 2012 ? Les comptes publics en piteux état, minés par 650 milliards d'euros de dettes supplémentaires engendrées sous le seul quinquennat de Nicolas Sarkozy. L'appareil productif délaissé par une politique économique qui se complaisait dans la préservation de la rente. L'école et les services publics abandonnés. La société fragilisée par une mise en tension permanente. Mes chers collègues, depuis 3 ans sur tous les fronts,
notre majorité de gauche a engagé une politique volontariste pour enrayer la spirale vicieuse qui menaçait de balayer notre modèle social. Oui, notre majorité est mobilisée pour remettre la France sur de bons rails. Nous le faisons en conciliant redressement économique et progrès social, car le progrès social, c'est l'ADN de la gauche. Nous redressons les comptes publics tout en protégeant les secteurs prioritaires que sont l'école et la sécurité. Nous mettons en œuvre le pacte de responsabilité en faisant avancer les droits des travailleurs avec la prime d'activité, le compte formation, la prise en compte de la pénibilité. Nous réorientons la construction européenne pour préserver notre modèle social, étendre le nombre de bénéficiaires de la complémentaire santé, réussir la généralisation du tiers payant. Monsieur le Premier ministre, députés de la majorité, nous devons aux Français d'être les artisans volontaires d'un quinquennat efficace et utile qui conjugue redressement, progrès social. Pouvez-vous nous dire comment se déploie notre action pour relever les défis placés sur le chemin de la France? Merci Madame Bourguignon. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Bourguignon, dans votre question, dans votre interpellation, il y avait, me semble-t-il, déjà beaucoup d'éléments de réponse que je pourrais reprendre, et c'est, ma foi, normal. Mais ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, vous pourriez poser des questions, parfois avec vos propres réponses, mais ça arrive souvent. D'abord, vous l'avez dit très bien, l'objectif de ce quinquennat, l'objectif du président François Hollande, c'est de redresser le pays, c'est de redresser la France, son image dans le monde, son économie, et notamment à travers le pacte de responsabilité et de solidarité, son industrie, puisque nous avions perdu en 10 ans notre compétitivité dans son domaine, mais aussi, et c'est essentiel et vous l'avez rappelé, son école, d'où la nécessité de mettre en œuvre les réformes et notamment celle du collège. Le deuxième objectif, c'est la protection. C'est protéger les Français face aux défis, ceux du monde, bien sûr, ceux qui sont liés à la menace terroriste, d'où les moyens supplémentaires que nous donnons à nos forces de sécurité et à la défense. Mais protéger, c'est aussi protéger nos idéaux, les idéaux de la République, et plus particulièrement la laïcité. Et puis enfin, c'est assurer bien sûr le progrès autour d'un destin collectif, progrès économique, progrès scientifique, progrès social pour les salariés, progrès écologique, progrès sociétaux avec notamment la loi qui a permis l'instauration du mariage pour tous. Et enfin, c'est aussi, puisque je ne veux pas être long, également être exemplaire. Exemplaire parce que nous aurions tort d'ignorer la césure, la rupture parfois qui existe entre les citoyens et les responsables politiques. Et de ce point de vue-là, l'exemplarité, l'honnêteté, les choix qui ont été faits depuis 2012, je pense à la loi concernant la transparence, mais aussi au non-cumul des mandats, à la mise en œuvre de la parité. Tout cela montre également un changement des pratiques que nous devons impulser et continuer à mettre en œuvre. Bref, il s'agit, dans une situation qui reste difficile, même si sur le plan économique, aujourd'hui, les choses vont mieux et que les perspectives de croissance sont là, de redonner espoir à la France, de restaurer la confiance, d'être davantage fiers d'être Français. Nous avons suffisamment d'atouts pour le démontrer. Nous allons continuer, Madame la députée, les réformes parce que les Français attendent des réformes, attendent du mouvement et c'est évidemment le sens de l'action du gouvernement que je dirige. Et puis, au fond, face à une extrême droite qui veut détruire et face à une opposition, à une droite qui veut répéter ce qui a mené la France à l'échec, eh bien, c'est à la majorité d'être fière de ce qu'elle accomplit derrière l'action du président de la République, d'être fière parce que moi j'ai la conviction que nous sommes en train de réussir. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis le début de l'année, près de 1750 migrants ont perdu la vie en Méditerranée, victimes de la cruauté des passeurs, toujours plus prompts à exploiter la misère humaine. Mais ces drames migratoires sont aussi l'aveu cinglant de l'impuissance des pays européens, incapables d'agir collectivement
face à une situation insoutenable. Comme l'a reconnu Jean-Claude Juncker lui-même, les conclusions du dernier Conseil européen ne font pas exception. Elles sont décevantes. Sauf à abdiquer face à l'offensive des populistes sur l'immigration, l'Europe a aujourd'hui le devoir d'agir. Car entre le silence indigne des uns et les cris d'orfraie des autres, une autre politique est possible, celle de la responsabilité et de l'action. Une vraie politique migratoire commune, c'est d'abord maîtriser nos frontières. Est-il normal que l'agence Frontex dispose seulement de 1% du budget européen? Deuxième projet majeur, porté notamment par Jean-Louis Borloo, engager un vaste plan en faveur de l'Afrique. Ce plan Marshall, que l'UDI appelle de ses vœux, permettra de s'attaquer aux racines profondes du problème, accompagner le développement de ce continent frère, relancer l'investissement en Europe et dissuader toute tentative d'immigration illégale. Troisième enjeu, lutter contre les réseaux criminels des passeurs. Enfin, une réelle politique migratoire commune, c'est aussi identifier les capacités d'accueil de chaque État membre de l'Union européenne. Il s'agit de donner sens au principe de solidarité qui figure au cœur des traités européens. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, comment la France, pays fondateur de la construction européenne, entend-elle porter la voix d'une nouvelle politique d'immigration et d'asile en Monsieur Europe? Benoît. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Benoît, votre question exprime des préoccupations qui sont tout à fait celles du gouvernement et qui ont présidé à des initiatives nombreuses au sein de l'Union européenne pour que ces drames humanitaires dont vous avez parlé cessent. Il faut une politique européenne, il faut aussi que nous prenions des initiatives en France et je voudrais faire un point précis sur ces deux aspects. Tout d'abord, au sein de l'Union européenne, nous devons faire en sorte que Frontex, dont l'opération a été engagée il y a de cela quelques mois, voit ses moyens augmenter. Nous avons décidé de les multiplier par 3 et la France participera à l'augmentation des moyens de Frontex par l'allocation de moyens maritimes et de moyens aériens qui ont d'ores et déjà été alloués à cette opération dans le cadre d'un engagement très clair de notre pays. Et cette opération est une opération de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne à laquelle le droit de la mer s'applique et qui sauve des vies, comme les événements récents en témoignent. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un partage de l'effort d'asile entre les différents pays de l'Union européenne. Nous avons saisi le commissaire européen en ce sens et des discussions sont en cours au sein de l'Union européenne pour atteindre le but. Troisièmement, il est impératif qu'il y ait, à partir des pays de provenance, une action conjointe de l'Union européenne, de l'OMI, du HCR, pour faire en sorte que l'on puisse distinguer dans les pays de la bande sahélo-saharienne ceux qui relèvent de l'asile en Europe et ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière, pour que nous puissions nous-mêmes assurer la protection des réfugiés qui relèvent de l'asile et qu'on les enlève des mains des passeurs et que l'on puisse, dans le cadre de programmes de développement, assurer le maintien dans leur pays de ceux qui relèvent de l'immigration économique. Il faut démanteler les filières de passeurs. Nous avons en France démantelé 226 filières de plus en 2014 qu'en 2013. Nous devons renforcer la coopération entre les services de police et les services de renseignement au sein de l'Union européenne. Telle est la feuille de route, elle est celle de la France. Nous contribuons à faire en sorte qu'elle soit celle de l'Europe. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Sergio Coronado. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Le 11 mai prochain, le Président de la République se rendra en visite officielle à Cuba. C'est la première fois qu'un chef d'État français se rend sur l'île dans un contexte inédit. En effet, les relations entre les États-Unis et Cuba sont en voie de normalisation depuis que Barack Obama et Raúl Castro, dans 2 discours concomitants, le 17 décembre dernier, ont annoncé un rapprochement historique entre les 2 pays, dont les relations diplomatiques sont rompues depuis 1961. Les déplacements présidentiels successifs, le 3e à ce jour sur le continent, ont permis de renouer un dialogue apaisé avec des partenaires latino-américains avec qui la relation s'était dégradée. Nous y avons un réseau culturel d'une grande densité sur le continent, avec notamment les plus grandes alliances françaises au monde, et un réseau éducatif à l'excellence reconnue qui a vécu récemment quelques crises. Notre réseau diplomatique y subit malgré la priorité affichée, fermeture de postes consulaires et réduction de personnel. L'éducation et la culture, Monsieur le Ministre, sont les 2 piliers de notre présence dans un continent qui considère, depuis les Lumières et la Révolution de 1789, que la voix de la France compte et qui a gardé en mémoire le voyage triomphal du général de Gaulle de 64. Monsieur le Ministre,
Au-delà des relations commerciales, qui sont en fait le cœur de la diplomatie économique depuis bientôt 3 ans, pouvez-vous nous dire, dans le cas cubain, quelle est la position du gouvernement français face à ce que l'on appelle la position commune de l'Europe, qui conditionne toute coopération à des avancées en matière de liberté, de droits civiques et de réformes politiques? Ce texte est toujours en vigueur et exige l'unanimité pour son abrogation. Plus largement, sur la question des droits humains, la France est attendue sur un continent qui connaît, dans un contexte de progrès et d'amélioration, encore de graves difficultés. C'est le cas par exemple au Mexique, avec 25 000 disparitions forcées depuis 20 ans et le massacre de 43 élèves enseignants de l'école normale d'Ayotzinapa en septembre dernier, ou encore au Guatemala, où la justice tente de mener à bien un procès pour génocide contre d'anciens dirigeants. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Monsieur Mathias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sergio Coronado, vous m'interrogez sur la diplomatie de la France en Amérique latine, un continent que vous connaissez bien de par votre parcours et parce que vous représentez les Français établis dans cette partie du monde, ici à l'Assemblée nationale. Vous avez raison d'insister sur le caractère global de la diplomatie française mise en œuvre par le gouvernement sous l'autorité du Président de la République, du ministre des Affaires étrangères, avec des déplacements que vous avez cités, auxquels s'ajoutent des déplacements à venir du Premier ministre dans cette région, et vous y êtes souvent présent. La diplomatie s'exerce dans le champ culturel, bien sûr, et ce sera le cas lors du déplacement du Président de la République à Cuba la semaine prochaine, à travers l'inauguration de l'Alliance française dans un lieu magnifique, entièrement rénové par Cuba, des rencontres avec les personnalités de la culture cubaine et tous les projets qui, à Cuba, concrétisent la présence française, notamment le Festival international du film français de La Havane. Ce souci vaut pour l'ensemble de l'Amérique latine et vous connaissez le prestige de l'Amérique latine dans notre pays, comme vous connaissez le prestige de la France dans le monde des idées et le monde intellectuel de ce continent. La diplomatie économique est aussi une réalité récente. C'est aussi une réalité récente avec notamment la signature de contrats pour 100 Airbus avec la Colombie pour un montant de 10 milliards d'euros et c'est une réalité que nous devons à la diplomatie économique de la France. Le message porte aussi sur les droits de l'homme. Le président de la République l'a rappelé récemment en Arabie Saoudite en rappelant notre attachement à la lutte contre la peine de mort. Puisque le latin est à la mode, je dirais que ce message-là est un message urbi et orbi, comme l'est tout le message de la diplomatie économique française. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, hier à Tourcoing, la ville dont j'ai l'honneur d'être maire, nous avons constaté avec la police nationale des faits extrêmement graves. 8 impacts de balles ont été découverts contre un édifice religieux, une église catholique, l'église Saint-Thomas, située dans le quartier de la Bourgogne. À Tourcoing, l'émoi est intense. Chez les catholiques, bien sûr, à qui j'adresse ici une nouvelle fois ma complète et totale solidarité, et plus généralement, vous vous en doutez, parmi tous les habitants de ma ville. Fort heureusement, personne n'a été touché par ces tirs, mais s'attaquer aux édifices religieux ne peut pas rester impuni. Ces actes, Monsieur le Premier ministre, ne peuvent être ni tus, ni tolérés, ni acceptés. En tant que maire de Tourcoing, et j'associe mon ami et collègue Bernard Gérard, l'autre député de Tourcoing, j'ai pris mes responsabilités en décidant d'installer des caméras de vidéoprotection autour de l'ensemble des lieux de culte de ma commune et en demandant à la police municipale d'assurer, autant que faire se peut, la sécurité des bâtiments, des offices et des croyants. Par votre parole, Monsieur le Premier ministre, et je remercie Monsieur le Préfet de région Nord-Pas-de-Calais de ses propos rassurants et de son travail, je souhaiterais que l'État puisse à son tour assurer, autour des lieux de culte et particulièrement dans ma commune, après cette attaque inqualifiable contre une église, la légitime protection à laquelle les croyants et plus généralement les citoyens aspirent. Je souhaite, Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez donner des instructions extrêmement claires au service de l'État pour que nous puissions retrouver les auteurs de ces tirs et qu'une enquête puisse être menée à son terme pour démontrer à quel point ces actes lâches, qui touchent les fondements de notre vie,
en République ne se reproduisent pas et ne restent pas impunis. Merci, Monsieur Darmanin. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Darmanin, vous posez une question extrêmement grave et je comprends l'émotion des habitants de votre ville qui appellent une réponse très précise. D'abord, dans la République, la laïcité, c'est-à-dire la possibilité de croire ou de ne pas croire, et dès lors que l'on croit, la possibilité de pouvoir exercer son culte en toute sécurité, est une garantie républicaine que l'on doit à chaque citoyen. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné des instructions aux préfets des départements de bien vouloir porter plainte systématiquement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale lorsque des actes appelant à la haine ou remettant en cause ces principes fondamentaux de la République sont accomplis sur les territoires. Et donc la demande que vous formulez d'instructions données avec la plus grande fermeté lorsqu'on est en contravention avec ces règles fondamentales de la République sont des instructions qui ont été données il y a de nombreuses semaines et qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national en permettant à la justice de déclencher l'action publique pour que les auteurs de ces actes soient rattrapés par la République et que le droit passe. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur la nécessité de procéder dans un contexte où ces actes à l'encontre des religions, à l'encontre des lieux de culte, qui sont des actes d'irrespect, se multiplient, de faire en sorte qu'il y ait effectivement des moyens de protection qui soient alloués. Je veux ici, devant la représentation nationale, rendre hommage aux 15 000 policiers, gendarmes, militaires qui assurent la protection de tous les lieux de culte en France, d'un certain nombre d'écoles, d'institutions particulièrement vulnérables. Et je veux leur rendre hommage parce qu'ils assument ce service public au nom des valeurs de la République en s'exposant jusqu'au péril de leur vie. La troisième chose que je veux vous indiquer, c'est qu'au terme des événements de Villejuif, j'ai reçu les représentants de l'Église catholique et nous sommes convenus avec eux que des instructions seraient données aux préfets qui sont en application, qui veillent pour chaque préfet à définir avec les représentants de l'Église les dispositifs à mettre en place localement pour assurer la protection des lieux de culte et je veillerai scrupuleusement avec les préfets au respect de ces instructions. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Françoise Imbert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la Ministre, le Président de la République avait annoncé la création d'une prime pour l'activité qui concernera 5,6 millions de Français, dont plus d'1 million de jeunes. Cette avancée majeure remplace, simplifie et améliore deux dispositifs existants, la prime pour l'emploi et le RSA activité. C'est un complément de revenus important pour tous les travailleurs qui gagnent 1 400 € par mois. Alors qu'aujourd'hui, seuls 5 000 jeunes bénéficient du RSA activité jeune à cause de conditions d'accès très restrictives, nous allons totalement réformer le dispositif. Car les 18-25 ans sont un public vers lequel il faut se tourner plus particulièrement. Ils ont des difficultés à s'insérer professionnellement et ils sont le moteur de notre économie. Désormais, dès l'âge de 18 ans, dès le premier euro de salaire versé, les jeunes salariés pourront bénéficier des mêmes aides que les actifs. Mais la prime d'activité ne concerne pas que les jeunes, elle concerne tous les actifs dont le salaire est proche du SMIC. C'est un revenu complémentaire particulièrement important, notamment pour ceux qui sont à temps partiel, qui ont des contrats courts ou qui sont seuls avec des enfants à charge. Les Français qui ont des fins de mois difficiles attendent cet accompagnement. La prime d'activité, ce sera 132 € par mois pour une personne seule, soit 67 € de plus que le RSA activité. Notre combat pour l'emploi se fait auprès des entreprises, mais il se fait aussi auprès des salariés. Le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi est examiné actuellement en commission. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement entend faire vivre cette avancée attendue par plus de 5 millions de travailleurs? Je vous remercie, Madame la Ministre, de votre réponse. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Françoise Imbert, la prime d'activité est une création, une innovation importante qui arrivera en débat dans cet hémicycle avant la fin de ce mois.
La prime d'activité, c'est quoi concrètement? Il s'agit d'apporter du pouvoir d'achat supplémentaire à des Français qui retrouvent une activité, parfois à temps partiel, ou qui prennent des heures de travail en plus et restent avec un travail précaire, en tout cas des petits revenus. Et puis il s'agit aussi d'apporter du pouvoir d'achat supplémentaire à des Français qui ont le sentiment qu'ils n'ont droit à rien, parce qu'ils gagnent trop pour pouvoir bénéficier des aides sociales, mais ils ne gagnent pas assez pour pouvoir bénéficier des baisses d'impôts qui vont intervenir. Et donc c'est à eux que s'adresse cette prime d'activité qui va représenter du pouvoir d'achat en plus, notamment de l'ordre de 67 € pour ceux qui ont un revenu, s'il est célibataire, entre 900 et 1200 €. Mais cette prime, elle s'adresse à tous ceux qui travaillent indépendamment de leur âge. Et contrairement au dispositif qui existait jusqu'à maintenant, il n'y a aucune raison d'établir une discrimination en fonction de l'âge. Un jeune de 18 à 25 ans, s'il travaille, eh bien, il doit avoir le droit des mêmes soutiens, des mêmes compléments de pouvoir d'achat que ses aînés. Et c'est pour cela que la prime d'activité s'adressera dans les mêmes conditions à tous ceux qui travaillent à partir de 18 ans. Et puis, vous le savez, le président de la République a souhaité que dans des conditions précises, les étudiants et les apprentis puissent en bénéficier. En tout cas, avec la prime d'activité, le gouvernement marque de manière forte sa volonté de s'adresser à celles et ceux qui travaillent au quotidien, y compris dans des emplois précaires ou un emploi à temps complet au SMIC. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question notre collègue Alain Marceau. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'Orient est compliqué, comme le rappelait le général de Gaulle. Nous le savons malheureusement que trop aujourd'hui. On peut même dire que l'on assiste dans cette région à une véritable partie de poker menteur, tant il est vrai que de très nombreux États de la région y jouent parfois un double jeu, tout en affichant leur détermination à lutter contre le terrorisme islamique. Nombre de députés sur tous les bancs, je dis bien sur tous les bancs, ne sont pas d'accord avec votre analyse sur le régime de Damas, mais je ne souhaite pas vous interroger sur ce point. Je souhaite vous interroger sur la situation des minorités à Alep, et notamment des chrétiens, qui font l'objet ces derniers jours de bombardements systématiques de la part de l'État islamique et d'Al-Nosra. Monsieur le Premier ministre, vous avez justement déclaré le 24 avril 2015, lors du centenaire du génocide arménien, que les chrétiens d'Orient sont en voie d'être éradiqués, selon vos propres termes. Vous avez ajouté « La France est toujours du côté des victimes et aujourd'hui les victimes, ce sont aussi les chrétiens d'Orient. » Monsieur le Premier ministre, il y a urgence pour les chrétiens d'Alep qui sont en grand danger. L'un de nos collègues a même parlé de véritable génocide. Quelle initiative comptez-vous prendre pour sauver les chrétiens d'Alep? Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Miard, vous rappelez qu'il y a de cela plusieurs semaines, j'avais moi-même alerté non seulement cette Assemblée, mais la communauté internationale sur la situation extrêmement grave des habitants d'Alep. Tous les efforts, en ce qui concerne la France, ont été déployés pour saisir les différentes parties et singulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies. La réalité, elle vient encore d'être confirmée par le rapport d'Amnesty International que vous avez peut-être lu, qui est sorti hier, c'est que la situation est abominable. Je ne vais pas dire que la responsabilité est d'un seul côté, mais dans le rapport d'Amnesty International, il est dit précisément que le régime, qui est le seul à détenir des avions, est coupable de crimes contre l'humanité, je dis bien de crimes contre l'humanité, pour lancer les barils contre les habitants. Et en même temps, de l'autre côté, il y a les égorgeurs de Daesh. Pour nous,
la solution n'est ni d'un côté ni de l'autre. C'est l'avers et le revers d'une même médaille. On ne peut pas choisir entre l'horreur et l'horreur. Donc la seule solution, c'est ce que nous appelons la solution politique, que nous cherchons avec à la fois les pays arabes, les pays de l'entourage et avec les Russes également. Vous le savez, nous avons eu beaucoup l'occasion d'en parler. Et j'ai moi-même présidé une séance du Conseil de sécurité consacrée aux chrétiens d'Orient, et beaucoup de ceux et de celles qui sont ici savent que la France est à l'avant-garde des efforts à déployer. Mais je m'associe volontiers à l'appel d'urgence que vous lancez, parce que tous les jours qui passent voient de nouveaux chrétiens, de nouvelles minorités tomber, ce qui, du point de vue humain, laissons de côté un instant la politique, est absolument inacceptable. À chaque fois qu'il s'agira de défendre la cause des minorités et de la réalité humaine, nous serons au premier rang. Monsieur Miard, ce combat-là, il est juste. La parole est à Monsieur Gaby Charroux. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 5 800 migrants ont été secourus ce week-end en Méditerranée. Ce drame fait suite aux 800 morts du 19 avril entre les côtes libyennes et l'Italie. Depuis le 1er janvier, plus de 1600 migrants sont morts ou disparus en tentant de rejoindre l'Europe, et l'année 2014 a vu la mort de 3 279 personnes, transformant la Méditerranée en cimetière. L'Italie a interpellé les pays membres de l'Union européenne, leur enjoignant de se saisir enfin de la question migratoire. Les pays du sud de l'Europe, l'Italie et la Grèce en particulier, sont en effet confrontés à une situation ingérable sur fond de disparités de plus en plus marquées en matière d'accueil. Cette situation inhumaine soulève un paradoxe, car si l'Union européenne peine à s'inscrire dans une logique de coopération et de solidarité, elle ne se prive pas dans le même temps de faire la leçon à ces mêmes pays pour imposer des politiques d'austérité aux effets économiques et sociaux dévastateurs, faisant fi de la solidarité humanitaire élémentaire. La dette est mythifiée, brandie, dès lors qu'il s'agit de mener une politique de justice sociale, humaine et créatrice de richesses pour le plus grand nombre. Cette situation n'est plus acceptable. Nous avons déposé une proposition de résolution européenne qui viendra en discussion demain. Elle vise à faire la lumière sur les causes de l'endettement, à soulever les enjeux de la restructuration des dettes publiques et des modes de financement de l'action publique pour s'affranchir de la tutelle des marchés. Pour donner un nouveau souffle au projet social européen, il est indispensable de privilégier la coopération sur la concurrence, la solidarité sur les égoïsmes, la fraternité sur la haine. Ma question est simple. Le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, est-il prêt en ce sens à soutenir notre proposition de loi? Je vous remercie. Merci, Monsieur Charroux. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, partant d'un sujet extrêmement douloureux qui rend nécessaire une solidarité profonde, plus grande encore qu'aujourd'hui, la question des migrants, mais sujet que le ministre de l'Intérieur a abordé précédemment, vous avez posé aussi une bonne question, globalement. Quel est le degré de solidarité nécessaire entre les pays de l'Europe et tout particulièrement d'ailleurs les pays qui partagent la même monnaie? Puisque nous avons la même monnaie, c'est donc que nous avons aussi des solidarités profondes à mettre en œuvre pour faire en sorte que nos économies se développent, que nos économies recherchent la croissance, parce que c'est bien entendu par une croissance supplémentaire dans chacun de nos pays, dans des conditions différentes, que l'on peut trouver, au fond, la source de ce que nos peuples veulent, de l'activité, de l'emploi, de la rémunération et du bien-être. Cette solidarité, ça ne vous a pas échappé, elle a existé au cours de ces dernières années, elle continue à exister aujourd'hui. Lorsque l'Irlande s'est trouvée en grande difficulté, la solidarité européenne a été présente et l'Irlande a surmonté ces difficultés. Lorsque le Portugal a été en grande difficulté, la solidarité européenne a été présente et le Portugal est en train de surmonter ces difficultés, même si ça ne gomme pas toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les souffrances des peuples concernés. Je pourrais dire la même chose pour l'Espagne, je pourrais le dire aussi pour la Grèce. Monsieur le député, oui, travailler, comprendre, voir pourquoi une dette publique, celle des États, s'est accumulée et comment faire en sorte que ces pays surmontent le poids de cette dette, c'est toujours utile, c'est nécessaire. Ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat extrêmement pratique et pragmatique. Parce que le meilleur moyen d'ailleurs pour ne pas être dépendant de la dette publique, c'est de n'en pas faire de supplémentaire. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons faire ici aussi en France.
S'agissant de la Grèce, vous le savez, la position de la France est la suivante. Nous voulons respecter le peuple grec, nous voulons apporter la solidarité européenne dans le respect par ailleurs de la solidarité et des règles européennes. Merci. La parole est à Monsieur Alain Suguenot. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la Commission européenne nous a prédit une croissance de 1,1% pour 2015, c'est-à-dire un petit peu plus de 0,10% de mieux que prévu. Par les temps qui courent, vous semblez vous en satisfaire, mais la réalité est tout autre et n'est pas à l'embellie. La Commission précise d'ailleurs que l'Allemagne fera beaucoup mieux avec 1,9%, le Royaume-Uni avec 2,6% et la moyenne des pays de la zone euro avec 1,5%. Nous sommes donc encore les derniers de la classe. Pire, les prévisions de l'UE révèlent que nos investissements vont encore baisser de 0,6% cette année, quand ils progressent de 2,6% en moyenne pour les pays de l'Union. Le solde de la balance courante sera dans le rouge également à hauteur de 0,9%, donc nous sommes bien sûr tous encore inquiets. Monsieur le Premier ministre, c'est aujourd'hui l'anniversaire des 3 ans de François Hollande à l'Élysée. Les 3 ans de l'anniversaire du mois président, je réduirai le chômage. Les 3 ans de l'anniversaire de la promesse du redressement des comptes. Si tous les autres pays vont mieux que le nôtre, c'est parce que vous avez réussi l'exploit d'asphyxier l'économie et le pouvoir d'achat des ménages par une augmentation massive des impôts et, hélas, la multiplication des contraintes. Pourtant, la situation, vous le dites vous-même, ne peut pas être plus favorable. Taux d'intérêt bas, prix du pétrole qui a baissé de moitié, planche à billets de la BCE qui fonctionne à tout va. Malgré cela, en France, la croissance est 2 fois plus faible qu'ailleurs et nous continuons mois après mois à créer du chômage. Monsieur le Premier ministre, l'un des vôtres a dit récemment que si les courbes ne se transformaient pas en courbatures, le ciel vous serait promis en 2017. Je crains que ce ne soit le purgatoire pour les Françaises et les Français. Vous le savez, Bruxelles voudrait des réformes, notamment sur l'UNEDIC, et une véritable ardeur dans la réforme du marché du travail. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin engager les mesures nécessaires et ne plus nous bercer d'illusions? Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je pense que nous pouvons convenir ensemble, sans polémique et sans hausser le ton, que la France n'était pas véritablement en très bon état en mai 2012, il y a 3 ans. Sans ôter le ton, sans avoir à crier. Allez, s'il vous plaît. Chacun peut constater, et d'ailleurs les Français l'ont constaté et en ont tiré les conclusions en changeant de majorité, que la France avait une croissance égale à 0. Que la France n'avait pas retrouvé, loin de là, le niveau de richesse qui était la sienne avant 2007. Tout le monde sait très bien que le chômage avait explosé. Tout le monde sait très bien que le niveau du déficit était très élevé. Je le rappelle, non pas pour provoquer les cris qui ne servent à rien dans le débat public, mais juste pour que nous puissions convenir ensemble, comme le savent les Français, que nous sommes partis d'une France en mauvais état. Et c'est à partir de cette France en mauvais état que nous avons mené des politiques d'abord de redressement de notre économie. Mais l'économie ne se redresse pas en un jour. Lorsqu'une industrie est en aussi mauvais état, lorsque le tissu économique a autant été abîmé, lorsque la société elle-même est si profondément meurtrie, il faut du temps pour que les politiques portent leurs fruits. Monsieur le député, vous pourriez aussi convenir avec nous. Vous pourriez convenir avec nous en regardant très simplement les chiffres, que la croissance aujourd'hui est plus forte que chacune des années précédentes, que la croissance aujourd'hui que nous prévoyons de 1% est regardée par tous comme étant un plancher et que nous voulons nous appuyer sur ce plancher pour avoir plus de croissance encore. Vous pourriez regarder le chiffre de ce matin. L'investissement des entreprises en France est en train de reprendre. Et derrière l'investissement, il y a la création d'emplois. Oui, la France se redresse. Elle se redresse dans la difficulté. Elle se redresse en partant de loin, mais elle se redresse et les fruits sont là. Merci. Allez. La parole est à Monsieur Philippe Kemmel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le ministre, le gouvernement a fait de la jeunesse une de ses priorités et de la lutte contre le chômage des jeunes un des axes de sa politique de l'emploi. Réforme de la formation professionnelle, emploi d'avenir, emploi aidé, contrat de génération sont autant de dispositifs qui accompagnent chaque jeune vers l'emploi. La réforme du RSA d'activité de la prime pour l'emploi, cela vient d'être rappelé par Madame la ministre, appelée prime d'activité, sera une mesure importante à la disposition des jeunes et renforcera notablement les possibilités de mieux les rémunérer dès l'âge de 18 ans.
Ma question concerne principalement l'apprentissage. Il est la clé de voûte de notre système de formation, diplômant et qualifiant pour l'emploi. Avec près de 70% des apprentis qui trouvent un emploi durable à la fin de leur formation, l'apprentissage est un des chemins les plus sûrs pour le trouver. Développé, géré par les régions dont c'est la compétence, en lien avec les forces économiques et sociales des territoires, Chambre des métiers, Chambre des commerces et d'industrie, Institut de formation, CFA, il permet de répondre aux demandes des entreprises du territoire. Mais ce système, justement parce qu'il est lié aux entreprises, dépend directement de leur capacité à employer. La crise économique explique la stagnation de ce dispositif. Pour 2014, 426 000 jeunes étaient en formation par l'apprentissage. Ils sont aujourd'hui 450 000. Vous êtes fixé un objectif 500 000 apprentis d'ici 2017. Il est ambitieux. Déjà, une prime de 1 000 € est octroyée pour tout apprenti supplémentaire dont les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € dans les très petites entreprises. Merci, Monsieur Kemel. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Bon, ça fait un peu répétition maintenant. Monsieur le député Philippe Kemel, vous avez eu raison de rappeler tous les dispositifs que le gouvernement a mis en place pour lutter contre le chômage des jeunes. Grâce à ces dispositifs, et notamment aux 190 000 emplois d'avenir qui ont pu être signés, nous avons ainsi contenu l'évolution du chômage des jeunes. Et je dirais même que depuis le 1er janvier 2013, ce chômage a légèrement reculé. Mais il y a un fait qui est inquiétant que vous soulignez. Depuis près de deux décennies, les très petites entreprises embauchent de moins en moins d'apprentis. Nous sommes passés d'un pourcentage d'à peu près 70% à 55%. Et d'autre part, nous le savons, l'apprentissage est d'autant plus efficace qu'il s'adresse au niveau 5 de formation. Et donc, à cet égard, il était nécessaire de réagir. C'est pourquoi le président de la République a annoncé l'autre jour que pour relancer l'apprentissage dans les très petites entreprises, les entreprises de moins de 11 salariés, eh bien, le coût de l'apprenti serait pris en charge, salaire et cotisation, en totalité par l'État. C'est ainsi qu'à partir du 1er juillet, chaque apprenti qui sera embauché par une petite ou une moyenne entreprise de moins de 11 verra son salaire et ses charges remboursés intégralement par l'État chaque trimestre. L'opération sera simple. Un apprenti, ça représente à peu près 370 € chargés et cotisations comprises chaque trimestre. Ainsi, le chef d'entreprise qui embauchera un apprenti se verra rembourser 1 100 € chaque trimestre. C'est une mesure qui a été applaudie à l'unanimité, notamment dans le secteur du bâtiment et des entreprises. Et c'est pour cela que nous espérons ainsi montrer tous ensemble que l'apprentissage est une voie d'excellence pour nos jeunes. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Les élections départementales ont été émaillées de nombreux dérapages verbaux et d'outrances relayés par les réseaux sociaux. Le Front national, qui n'a rien renié de son passé, encourage ces comportements abjects en dressant les Français les uns contre les autres par des discours de haine et d'exclusion. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la peur et le mensonge sont les ressorts de ce parti antidémocratique qui n'a qu'un objectif, étouffer la République et ses valeurs. La pathétique affaire familiale qui agite le Front national illustre l'institutionnalisation quasi nulle d'un mouvement politique qui se prétend être un parti, ce qui est bien pratique pour profiter du financement public et concocter des montages financiers suspects. Entièrement articulée autour du père et maintenant de la fille, cette organisation, par son caractère autoritaire et peu démocratique, prétend pourtant aux plus hautes destinées aux fonctions politiques avec un programme dangereux pour la France. Le FN est-il vraiment un parti politique ou n'est-ce qu'une secte familiale qui compte de plus en plus d'élus, dont certains ont des pratiques plus que douteuses, voire répréhensibles? Non, le FN n'a pas changé. Et Madame Fille a beau repeindre la façade, le fonds de commerce est le même. Le FN peut clamer que tout cela n'est qu'un détail. Qui peut croire encore qu'il s'agit d'épiphénomènes? Surtout après l'épisode du fichage des enfants, de l'agression récente de journalistes.
Ces comportements indignes sont insupportables pour les démocrates que nous sommes. C'est pourquoi je vous demande si, au-delà des poursuites engagées sur le plan pénal, des dispositions législatives nouvelles pourraient être envisagées pour prononcer des peines d'inéligibilité lorsqu'il s'agit d'élus ou de candidats à une élection. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Saint-André, vous avez raison, nous devons régulièrement interroger la pertinence et l'efficacité de notre arsenal pénal, en particulier lorsque notre société est confrontée à l'ordinaire de la haine, de l'incitation à la haine, et disons-le clairement, à cette vulgarité dans la rupture du pacte républicain. Je dois vous dire que la loi pénale répond à votre préoccupation parce que si les injures et diffamations racistes ne donnent pas lieu à un prononcé de peine d'inéligibilité, en revanche, la provocation à la haine, à la violence, à la discrimination est punie d'1 an d'emprisonnement, de 45 000 € d'amende et d'une peine d'inéligibilité durant 5 années. Et ce sont ces infractions qui sont généralement commises lors des campagnes électorales ou entre les campagnes électorales par les discours et l'invective à la haine. Nous devons donc faire en sorte que ces infractions de parole tombent sous le coup de la loi pénale. Cependant, je dois vous dire que nous voulons aussi livrer la bataille politique, parce qu'il est essentiel de livrer la bataille sur le terrain politique, ne pas leur laisser le champ libre sur le terrain des valeurs républicaines qu'ils dénaturent et défigurent. Alors il est vrai que les masques commencent à tomber, mais nous ne devons pas spéculer sur la faiblesse de ceux qui polluent le débat public et lacèrent le lien social. Nous devons compter sur nos propres forces à nous, la force de nos convictions, la force de nos arguments, la force de notre action publique, l'énergie des militants du progrès. C'est ce que nous faisons depuis 3 ans. Nous allons continuer à œuvrer pour l'égalité sociale, pour la justice. Nous n'avons pas renoncé à réduire l'emprise de ceux qui prospèrent sur la pauvreté, sur la misère, sur l'angoisse, sur l'inquiétude. Nous allons livrer bataille et nous allons tenir la dragée haute parce que les dépositaires des valeurs de la République, c'est nous. Merci Madame la garde des Sceaux. La parole est à Monsieur Olivier Audibert Troin. Monsieur le Premier ministre, la France est en guerre. La France fait face à de lourdes menaces. Nous avons tous ici partagé vos propos au lendemain des attentats. Mais nous n'avions pas attendu le mois de janvier pour alerter semaine après semaine des insuffisances budgétaires ne permettant pas à nos armées d'assurer la sécurité des Français dans de bonnes conditions. Pour la 4e fois, le président de la République a dû réaffirmer face à Bercy la sanctuarisation du budget de la défense 2015 à 31,4 milliards. Une rallonge de 3,8 milliards sur la période 2016-2019 a été décidée. Mais comme nous avions annoncé ici même l'insoutenabilité financière de la loi de programmation militaire en 2013, nous vous le disons avec beaucoup de solennité, Monsieur le Premier ministre, le compte n'y est pas. Parce qu'à fin 2014, le budget des armées affichait un report de charges de 3 milliards d'euros. Parce que les OPEX, budgétés à 450 millions d'euros par an, ont un coût réel de l'ordre de 1,2 milliard. Parce que le surcoût de l'opération Sentinelle pérennisée est de l'ordre de 300 millions d'euros par an. Parce que 18 500 postes supplémentaires nécessaires pèseront pour 700 millions par an. Parce que la remise en condition opérationnelle des matériels est très largement sous-évaluée du fait de nos engagements à l'extérieur. Ni la baisse du coût du pétrole, ni l'inflation quasi négative, ni même la vente de nos Rafales, que nous saluons, ne nous permettront d'équilibrer le budget de nos armées, dont 2,5 milliards sur la rallonge de 3,8 sont légués à vos successeurs après 2017. L'équation budgétaire est difficile, nous en convenons, mais être en responsabilité, c'est prioriser ses choix. La sécurité des Français, la défense des intérêts stratégiques de notre pays, la lutte contre le terrorisme sont nos priorités. Nous ne doutons pas que vous les partagez, mais allez-vous, Monsieur le Premier ministre, donner les moyens nécessaires à nos armées? Secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Audibert Troin, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du ministre de la Défense, qui est en Inde, et vous l'avez dit, vous avez cité les Rafales. Il est en Inde dans le cadre de la finalisation de vente du contrat de Rafale.
Le président de la République a fait connaître à l'issue du Conseil de défense qu'il a présidé ses décisions s'agissant de l'actualisation de la loi de programmation militaire votée fin 2013. Il a ainsi fait le choix de réduire la trajectoire de déflation d'effectifs et d'accroître la dépense de défense pour répondre à l'évolution des enjeux internationaux et aux besoins de sécurisation du territoire national. S'agissant des effectifs du ministère de la Défense, vous l'avez dit, la déflation prévue est réduite de 18 500 effectifs et son rythme est adapté sur la période 2016 à 2019. Cette décision permettra de garantir la disponibilité permanente de 10 000 militaires pour la protection du territoire national. Concernant le budget de la défense, le président de la République a affecté des ressources supplémentaires à l'entretien des équipements, au renforcement des capacités opérationnelles, au premier rang desquelles l'opération Sentinelle, ainsi qu'au renseignement et à la cyberdéfense. Pour l'année 2015, le chef de l'État a réaffirmé la sanctuarisation du budget de la défense à 31,4 milliards d'euros. 2,2 milliards d'euros de crédits budgétaires seront ouverts par la prochaine loi de finances rectificative. Ils viendront ainsi pallier l'absence en 2015 du produit de cession des fréquences 700 MHz. Sur la période 2016-2019, 3,8 milliards d'euros viendront abonder la trajectoire financière initiale de la LPM, de la loi de programmation militaire. Enfin, le président de la République a précisé que le projet de loi sera examiné au Conseil. Merci. La parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il y a peu, notre pays était confronté à une page effroyable de son histoire contemporaine, touché au cœur même de sa culture et de sa diversité. Les hommes et les femmes sont morts. Avec les attentats de janvier, après les dégradations de sépultures et même d'édifices religieux, chacun peut mesurer la fragilité de ce qu'est notre République, celle que nous avions tendance à considérer et à penser comme immuable. Car oui, l'érosion du sens, comme la fragilité d'un vivre ensemble qu'il faut en permanence réinventer, nous oblige à imaginer des solutions nouvelles, concrètes, factuelles, pour faire nation. Dans ce contexte, le développement des repères communs à tous, des repères qui soient susceptibles de créer le sentiment d'appartenance nécessaire à ce qui est notre communauté de destin, est absolument indispensable. Monsieur le ministre, très tôt dans le quinquennat, le président de la République, François Hollande, a fait le choix de déployer le service civique dans toutes ses dimensions. Symbole d'un engagement républicain désintéressé et généreux, le service civique va progressivement devenir universel pour que tout jeune volontaire puisse s'engager. Garçons ou filles, issus des villes, des campagnes, des banlieues, de tous les milieux et de toutes les origines, une génération doit avoir la chance de se rencontrer, de se redécouvrir, pour ne pas se craindre mutuellement et pour construire et partager des combats et des valeurs communes. Dans notre société gagnée par la segmentation, l'individualisme, la tentation du repli, le hasard et la nécessité ne peuvent pas être les seuls à nous rassembler. Nous avons, ils ont des valeurs à partager. Monsieur le ministre, dès 2016, 150 000 jeunes rejoindront les rangs des associations et des collectivités publiques prêtes à les accueillir dans un service civique. De toute évidence, c'est un des grands chantiers de ce quinquennat. Pouvez-vous nous dire comment sa montée en puissance est et sera organisée par le gouvernement? Merci. La parole est à Monsieur Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Le Dain, dans une France qui se redresse, dans une France qui lutte contre les inégalités, dans une France qui prépare l'avenir, le développement du service civique fait partie des rares politiques publiques faisant l'objet d'un large consensus et je m'en félicite. Les jeunes ne sont pas tous égaux pour se former tout au long de leur parcours, pour accéder à l'emploi, pour développer leurs projets selon leurs aspirations. C'est la raison de la garantie jeune, des écoles de la deuxième chance, des EPID et demain du service militaire volontaire en métropole annoncé par le président de la République. Nous voulons aussi que la jeunesse trouve son autonomie dans les villes, dans les villages. Nous voulons aider cette jeunesse ambitieuse et lui permettre, pour tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir faire un service civique d'ici fin 2016, vous l'avez dit, Madame la députée. Ils étaient 35 000 en 2014. Ils seront 70 000
fin 2015, ils seront 150 000 fin 2016. Cela traduit la force et le volontarisme du gouvernement en l'espèce. Cela implique aussi des moyens et des choix. Les moyens, ce sont 73 nouveaux millions d'euros qui viennent en plus financer le service civique dès 2015. Les choix, c'est de préserver la qualité des missions, tant en termes de durée que de contenu. Nous voulons donc solliciter l'ensemble des acteurs, mais pas que le secteur associatif, l'ensemble aussi des partenaires publics au travers des 3 fonctions publiques de l'État, de l'hospitalisation et des collectivités territoriales. 15 000 services civiques seront créés, par exemple, dans le champ de l'écologie, et nous avons des projets, en particulier avec le service civique à l'international. Madame la députée, Monsieur le Président, ce gouvernement aura fait passer le service civique du stade expérimental à celui d'une politique universelle, et je m'en félicite. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Damien Meslot. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Défense. Monsieur le Ministre, le ministère de la Défense vient d'annoncer le remplacement d'une première tranche de 1000 véhicules de l'armée qui étaient jusque-là des P4 Peugeot fabriqués à Sochaux par des 4x4 de marque américaine. Beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas ce choix qui donne l'impression de préférer une marque étrangère à nos marques françaises. Écarter les constructeurs automobiles français au profit d'un véhicule américain en cette période de chômage ne semble pas opportun. À côté du 4x4 américain, les 2 autres modèles de véhicules proposés étaient d'origine française. Choisir l'un de ces 2 modèles aurait représenté dans le nord de la Franche-Comté 20 000 heures de travail pour une vingtaine de salariés, sans compter l'investissement dans le développement pour répondre au cahier des charges de l'armée. Dans le passé, les États-Unis n'ont pas hésité à annuler un contrat passé avec Airbus pour le remplacement des ravitailleurs de l'US Air Force, alors même que les avions Airbus correspondaient mieux aux attentes de l'armée de l'air américaine. La libre concurrence ne doit pas être à sens unique, Monsieur le Ministre. L'armée française va remplacer d'ici à 2021 5 000 véhicules, ce qui représente un marché très important. Aussi, je souhaiterais savoir s'il est possible de revenir sur cette première tranche de 1000 véhicules afin de favoriser les entreprises françaises. Et pour les 4000 véhicules restants, je souhaite que le ministère de la Défense privilégie les entreprises et donc les emplois français. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, quelle est votre position? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mello, l'achat auquel vous faites référence entre effectivement dans le cadre du remplacement du véhicule léger tout-terrain P4 de l'armée de terre qui est entré en service il y a plus de 30 ans. Ce véhicule est de plus en plus difficile à entretenir en raison de sa vétusté. 600 véhicules sont retirés du service chaque année. Le coût d'entretien du parc devient prohibitif. La loi de programmation militaire ne permet de livrer le successeur du P4 qu'en 2021 au mieux. Il s'agira de la réalisation du programme d'armement VLTP, véhicule de liaison de tactique polyvalent, prévu pour 4000 véhicules. L'armée de terre a donc décidé d'acquérir un parc tampon de 1000 véhicules pour la période transitoire. Il s'agit de véhicules non militarisés, tout-terrain et avec une plateforme de chargement de 1 tonne. Pour répondre à ce besoin urgent et non spécifique, elle s'est tournée vers l'acheteur public, l'UGAP. Il existe 3 véhicules disponibles sur le catalogue UGAP, tout chemin ou tout terrain. Le Citroën Berlingo 4x4, le Dacia Duster, le Berlingo qui est construit en Espagne, le Dacia Duster du groupe Renault qui est produit en Roumanie et le Ford Ranger qui est produit en Afrique du Sud. Les coûts d'acquisition des 3 modèles sont similaires. La décision s'est donc faite sur des critères de fonctionnalité technique. Seul le Ford propose une charge utile satisfaisante et ses performances tout-terrain sont meilleures. En termes d'emploi local, les 3 modèles sont tous produits à l'étranger, même s'il existe pour chacun une étape de transformation finale en France. Ford France a des implantations en Aquitaine notamment. En résumé, cet achat de court terme pour une quantité réduite constitue une problématique différente du remplacement du P4 à long terme qui reste ouvert. Le ministre de la Défense ne peut qu'encourager les efforts de développement réalisés par le tissu industriel français. La parole est à Monsieur Jean-René Marsac.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Président du groupe d'amitié France-Burundi à l'Assemblée nationale, j'associe à cette question l'ensemble des membres du groupe d'amitié. Je souhaite attirer votre attention sur la situation au Burundi depuis l'investiture de Pierre Nkurunziza comme candidat à l'élection présidentielle qui se déroulera le 26 juin prochain. Le président a été élu en 2005 après la signature des accords d'Arusha qui ont mis fin à 10 ans de guerre civile et de conflits ethniques entre Tutsis et Hutus. Ces accords et la Constitution limitent à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'opposition estime ainsi qu'un nouveau mandat du président sortant, élu par le Parlement en 2005 et réélu au suffrage universel direct en 2010, serait contraire à la Constitution, ce que le camp du président conteste. La Cour constitutionnelle s'est prononcée hier et a validé la nouvelle candidature du président. L'arrêt a été signé par 6 des 7 juges de la Cour constitutionnelle, un vice-président de cette Cour ayant quitté le pays en dénonçant des pressions exercées sur celle-ci. Depuis plusieurs jours, les opposants à cette candidature manifestent dans les rues de Bujumbura. Ces manifestations ont donné lieu à de violents affrontements avec la police. 10 civils et 4 membres des forces de sécurité ont été tués. Cette situation est très préoccupante. L'élection présidentielle et l'élection législative doivent être celles de la pluralité de la représentation nationale après le boycott du scrutin par l'opposition en 2010. Il serait dramatique que ce scrutin plonge à nouveau le pays dans le chaos. Depuis le début de la contestation, plusieurs pays européens et africains ont appelé le chef de l'État sortant à ne pas se représenter. Les États-Unis et l'ONU ont exprimé leurs inquiétudes. Pouvez-vous me dire la position du gouvernement français et comment la communauté internationale peut-elle agir afin d'éviter l'escalade de la violence et faire revenir le calme et la sérénité au Burundi? Merci. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député René Marsac. Oui, Monsieur le député, vous avez raison, la situation sur le terrain est très préoccupante au Burundi. Des heures, vous l'avez dit, au quotidien opposent forces de police et manifestants. On compte d'ailleurs une dizaine de morts et plus de 30 000 personnes ont quitté le pays en quelques jours. Vous l'avez dit, le parti au pouvoir a désigné fin avril dernier l'actuel chef de l'État candidat à un 3e mandat. Or, il y a une divergence dans l'interprétation de l'accord d'Arusha, qui date donc de 2000, entre le parti présidentiel, la Cour constitutionnelle, et puis l'opposition et la société civile sur cette possibilité de faire ce 3e mandat. Face à cette situation, la communauté internationale ne reste pas passive. L'Union africaine appelle à la fin des violences, au désarmement et au respect de la décision de la Cour constitutionnelle. Une mission d'ailleurs d'anciens chefs d'État africains est actuellement en cours. Les Nations unies, l'Union européenne tentent de recréer du dialogue politique. La France appuie ces messages d'apaisement et rappelle la nécessité d'élections transparentes, d'élections pacifiques. Car l'enjeu, Monsieur le député, c'est bien de préserver la crédibilité du processus électoral, la démocratisation du pays et le modèle politique du Burundi. Il est important et indispensable de préserver les progrès accomplis par le pays depuis 10 ans. Merci Madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.